Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de notre pratique quotidienne, c'est l'optimisation de la radioprotection en imagerie dentaire. Notre objectif est triple. On va parler tout d'abord des recommandations actuelles, les plus récentes, de discuter les indications validées et de proposer des stratégies simples pour optimiser nos prescriptions. Pourquoi en fait parler de la radioprotection? Savez-vous qu'environ 320 millions d'actes d'imagerie dentaire rien qu'aux États-Unis par an? Donc, ce chiffre qui est très parlant, avec tous les risques associés et les effets stochastiques de l'irradiation, avec le risque carcinogène qui est présent même à faible dose, l'exposition cumulée sur la vie entière et bien sûr la radiosensibilité accrue surtout chez l'enfant. Donc, ce qui rend la radioprotection une préoccupation majeure dans notre pratique quotidienne. Les principes directeurs sont en fait l'ALARA et l'ALADA, c'est de minimiser au maximum les doses irradiantes afin d'obtenir un cliché ou bien un examen qui est fiable pour le diagnostic. À titre concret, un Bite-Twin qui est bien fait délivre une dose d'environ 3 à 5 microsieverts, soit équivalent à moins d'un jour d'irradiation naturelle. Pour le panoramique, c'est d'environ 2 à 3 jours, mais un cone beam qui est réalisé à grand champ peut correspondre à 3 mois d'irradiation naturelle. C'est pour ça, l'ADA, qui est l'Association américaine de dentisterie, a posé 5 recommandations clés. Il faut respecter les obligations réglementaires, il faut justifier chaque examen, il faut privilégier le numérique, utiliser la collimation rectangulaire et surtout réserver le cone beam au cas complexe. On va commencer par l'imagerie intraorale. Comment on va optimiser l'imagerie intraorale dans notre pratique quotidienne? Donc, il faut toujours privilégier tout ce qui est récepteur numérique. Il faut respecter la distance foyer-peau qui est minimale, environ 20 cm. Le port de porte-film, il est obligatoire, il nous permet d'éviter les répétitions. Et pour les appareils portatifs, ils sont autorisés seulement avec formation spécifique et certification FDA. Il faut toujours penser à collimater, utiliser les collimateurs rectangulaires car ça réduit la dose d'environ 40 à 80%. Et donc, ce simple changement de collimation peut diviser la dose par 5. Le cone beam, certes, c'est un outil précieux, mais pas pour tout le monde. Le cone beam ne doit jamais être utilisé en routine ou en dépistage. Ces indications doivent être justifiées et validées en implantologie, pour les dents incluses avec des rapports anatomiques critiques, pour les pathologies osseuses, pour tout ce qui est endodontie complexe, comme les canaux calcifiés, les résorptions, les fractures radiculaires, pour les traumatismes dento-alvéolaires sévères, pour l'évaluation préchirurgicale et pour l'exploration des AT. Donc, le principe directeur, c'est d'optimiser son surexposé pour conduire un bon usage de cone beam. Donc, on a 2 paramètres essentiels, le champ d'exposition et les paramètres d'acquisition. Il faut choisir le plus petit champ de vue possible. De 1, pour améliorer la résolution et pour réduire, bien sûr, la dose. À titre d'exemple, il est inutile d'utiliser des grands champs pour tout ce qui est des indications endodontiques. Un champ de 5 x 5 peut suffire avec une bonne qualité d'image et laisser les cone beam à grand champ ou bien à moyen champ pour les planifications, par exemple, implantaires, multisites ou pour les ATM, etc. Pour les paramètres d'acquisition, il faut réduire au maximum l'intensité et le temps d'exposition. Il faut ajuster la tension selon le compromis qualité-dose. Il faut utiliser les protocoles basse dose, surtout pour les enfants, pour enfin obtenir une image qui est diagnostiquement acceptable avec la dose la plus faible. Quand on parle de radioprotection, on ne parle pas que des patients, mais aussi du personnel. On est concerné et il faut respecter ces 3 règles. La distance, la barrière, la dosimétrie. La distance, il faut se placer à 2 mètres du tube à rayon X avec un angle allant de 90 à 135 degrés. Pour tout ce qui est des barrières, il est recommandé d'utiliser les barrières plombées
Et pour la dosimétrie, elle est réservée pour le personnel ayant une exposition supérieure à 1 millisievert par an. Or, ce n'est pas le cas pour les médecins dentistes. La dose, elle ne dépasse pas 0,06 millisievert. Donc, pour le personnel enceinte, les recommandations sont plus strictes. Il faut appliquer strictement le programme de radioprotection et il faut utiliser systématiquement les barrières et les dosimètres. Pour l'assurance qualité, l'assurance et le contrôle qualité en imagerie dentaire, chaque cabinet, chaque structure dentaire doit disposer d'un programme d'assurance et de contrôle qualité élaboré et supervisé par un expert qualifié. Pour les équipements conventionnels, après une vérification à l'installation, il faut réaliser une autre vérification au moins tous les 4 ans ou après toute modification pouvant influencer l'exposition. Pour le CONBIM, l'évaluation de rendement et de la dosimétrie se fait au minimum tous les 2 ans, mais idéalement chaque année. Les récepteurs numériques, les tests d'acceptation initiaux, puis pour les systèmes argentiques, les tests doivent être mensuels et pour les numériques, ils sont annuels. Une charte de paramètres d'exposition doit être affichée près de chaque unité radiologique intraorale. Un simple algorithme décisionnel qui peut nous guider. Tout d'abord, il faut vraiment justifier chaque examen radiologique. Après un examen clinique complet, il faut se renseigner sur les radiographies antérieures, est-ce qu'elles sont présentes ou pas, et surtout s'assurer d'un bénéfice diagnostique attendu qui est supérieur au risque radique. Il faut choisir la bonne modalité, que ce soit en intraoral ou en panoramique, céphalométrie ou les CONBIM. Il faut optimiser les paramètres avec les récepteurs numériques, la collimation rectangulaire, les champs fauves minimaux et les protocoles basse dose. Et il faut plutôt réaliser nos actes dans les règles de radioprotection et tracer documenter les radiographies. Ici, je vais essayer de répondre à quelques questions que vous avez toujours voulu savoir, je suppose. Donc, en fait, pourquoi abandonner les protections plan B? Les protections plan B, elles sont délaissées car, à part les artefacts qu'elles présentent, ils ont une protection inefficace contre la diffusion interne et ceci nous donne une fausse impression de sécurité et donc on laisse tomber les règles majeures comme la collimation, la distance, etc. Pour le CONBIM, peut-il remplacer le panoramique? Bien sûr que non. La dose délivrée, elle est de 10 à 15 fois plus élevée et elle est à réserver uniquement quand l'imagerie 2D ne suffit pas. Quelle fréquence pour les contrôles pour les contrôles qualité dans nos cabinets? Pour tout ce qui est conventionnel, tout le contrôle tous les 4 ans, pour le CONBIM tous les 2 ans et pour les récepteurs numériques, ce sont des tests annuels. Les appareils portables sont-ils sûrs? Oui. Seulement si elles sont certifiées et bien utilisées avec formation et position correcte. La dosimétrie, elle n'est pas obligatoire, sauf pour le personnel enceinte. Pour conclure, notre principe, c'est la LARA, c'est la dose la plus minimale possible. 5 piliers pour une radioprotection optimale. La justification, toujours justifier nos examens. Prescrire uniquement si le bénéfice dépasse le risque. Optimiser par le numérique, par les protocoles basse dose. Il faut respecter l'ordre. Commencer par le 2D, ensuite le CONBIM en dernier recours. Il faut adapter les protocoles spécifiques, surtout pour les enfants, et surtout, c'est la formation continue et la mise à jour régulière de nos connaissances. Merci beaucoup.